C'est avec une joie profonde, une légitime fierté et un immense sentiment d'honneur que nous nous retrouvons aujourd'hui, rassemblés autour de cet autel pour célébrer la fête de Saint-Yves, patron des avocats. Joie de nous rencontrer malgré les épreuves, fierté d'appartenir à ce précieux ordre qu'est le barreau de Port-au-Prince, honneur de porter une torche qui, au-delà du symbole, engage une conscience, une parole et une responsabilité. Oui, cette célébration est un moment de communion fraternelle et professionnelle où se rejoignent la foi, le droit et le service du bien commun. Elle est aussi un moment de mémoire, d'identité et d'engagement. Mais cette joie est grave, cette fierté est exigeante, car nous célébrons dans un contexte bien particulier, douloureux même, où notre profession peine à exercer pleinement sa vocation sacro-sainte. Car lorsque le droit vacille, l'avocat doit tenir ferme. Lorsque la justice chancelle, l'avocat doit se mettre debout. Lorsque la vérité est menacée, l'avocat doit porter la parole qui est claire. Ainsi, que cette célébration eucharistique ne soit pas seulement un rituel, mais un acte de conscience. Qu'elle soit pour chacun de nous une convocation intérieure, presque un appel à un serment renouvelé, un serment de fidélité au droit, un serment de loyauté envers la justice, un serment d'engagement envers le peuple de Dieu. En cette fête de Saint-Yves, que monte notre terre blessée, une clameur, un grand cri vers le ciel, un cri d'amour, un cri de justice, un cri de vérité, un cri de bonté, un cri de fidélité et de libération. Sanctus Ivo erat Brito, advocatus et non lactro, res Miranda Populo. Saint-Yves était breton, avocat, mais pas voleur, chose admirable pour le peuple. Saint-Yves n'était pas seulement un avocat des pauvres, il était la conscience des puissants, la voix des sans-voix, le défenseur de ceux que l'argent, la peur, la corruption voulaient écraser. Aujourd'hui encore, Haïti, notre pays, et nos chers pays que nous aimons tous, ont besoin de prophètes de justice. Notre nation ne pourra renaître tant que l'impunité deviendra système, tant que la corruption deviendra culture, tant que le bien commun sera sacrifié sur l'autel de l'égoïsme, de l'argent facile et des intérêts obscurs. La corruption n'est pas seulement un crime contre l'État, elle est un péché contre le peuple pauvre. Elle vole le pain des enfants. Elle détruit les écoles et les hôpitaux.
Elle étouffe les rêves de la jeunesse. Elle tue silencieusement l'espérance d'une nation. Chaque goutte détournée, chaque jugement acheté, chaque conscience vendue, chaque poste monnayé est une blessure infligée au corps vivant d'Haïti. Aucune société ne peut survivre longtemps quand la vérité est humiliée, quand l'honnêteté devient faiblesse et quand ceux qui pillent le pays ont applaudi au lieu d'être appelés à la conversion. Prions Saint-Yves pour qu'il secoue les consciences endormies, qu'il fortifie les juges intègres, qu'il protège les avocats, qu'il éclaire les juristes et canonistes et qu'il inspire une profonde réforme morale, spirituelle et institutionnelle de notre système judiciaire. Pourquoi continuer à placer notre profession sous la figure emblématique de Saint-Yves? Quel est le sens et quelle est la portée de cet attachement rituel pour l'avocat aujourd'hui en Haïti, alors que plongés dans l'enfer du quotidien, de petites gens exilés sur leur propre terre sont continuellement pourchassés, affamés, violés, assassinés, sans merci, sans empathie aucune de la part de leurs bourreaux et sans la moindre considération pour la majesté des déclarations que nous prêtons au grand texte de droit. À quoi bon mener un combat pour le droit si entreprendre un tel effort n'éveille aucun écho, n'induit aucun renversement dans l'entendement politique et se heurte finalement au front de taureau d'une indifférence têtue et cynique? À quoi bon s'investir corps et âme dans l'œuvre de justice lorsque tout conspire pour la nier? Ne sommes-nous pas atteints d'un mal inguérissable? De fait, la politique de terreur recule-t-elle? Les territoires perdus se reconquièrent-ils? Les institutions publiques renouent-elles avec l'intérêt général? Rien n'est moins sûr lorsque tout proclame le contraire, lorsqu'à chaque filet d'espoir succède une rechute dans le chaos encore plus brutal. Tenez, pas plus tard que ce mois-ci, des hommes et des femmes du milieu rural, avec leurs marchandises, risquant la route à motocyclette, ultime moyen de transport, sont impitoyablement fauchés et laissés pour morts, leurs habits longtemps, après tout, maculés d'un sang inutilement répandu, la mort comme rançon de l'innocence, pendant que l'impunité pour les puissants ne souffre pas d'exception et que l'indulgence mutuelle dans certaines sphères économiques et politiques entretient une incurie qui, à échelle d'ensemble, se normalise. Hier encore, un avocat de notre juridiction eût pu être victime d'un enlèvement avec toute sa famille, n'eût été une mobilisation spontanée de la population. L'exercice de la profession, déjà précaire en raison des dysfonctionnements des tribunaux, des arrêts de travail affectant le service public de justice et des pratiques de racket, devient parfois périlleux. À nous tenir continuellement sur un fil ténu entre les contingences de la mission d'auxiliaire de la justice et les exigences de notre rôle de veilleur des normes de jour et de nuit, nous nous découvrons une vocation nouvelle, celle de funambule. Dans ce tableau sinistre, l'ombre du bâtonnier d'Orval plane inlassablement sur le temple de Thémis et pèse comme une chape de plomb sur le système judiciaire. Le dossier de l'assassinat du flamboyant bâtonnier est la mauvaise conscience des autorités judiciaires, un refoulé qui ne manquera pas de revenir hanter leurs esprits, 69 ans après son assassinat,
à la faveur d'une montée alarmante de l'insignifiance au sein de la société, la volonté fût-ce d'un semblant de procès semble être totalement vaincue. Prenons garde, nous-mêmes, défenseurs intransigeants du droit, à ne pas perdre notre âme dans l'ardente attente de la vérité. Mais à un moment, cette horreur aveugle qui semble ne pas connaître d'horizon, aimantée par quelque abominable mécanique, défie le sens. On s'évertuerait en vain à rendre raison d'un tel acharnement, car quoi? Ces semeurs de mort, sans identité judiciaire, seraient-ils de simples victimes de l'exclusion, mus par le seul ressentiment et commodément recrutés pour de basses œuvres? Seraient-ils les opérateurs d'une économie criminelle, évinçant une économie de rente qui, elle, tend à les prisons? Serait-il une extension d'un système mafieux global dont nous ne serions qu'une sorte de lieu de passage pour des desseins obscurs? Serait-il en définitive les agents de fabrique d'un chaos porté par je ne sais quel projet de démantèlement de l'État? Quoi qu'il en soit de ces brûlantes hypothèses, la voix sourde des victimes, jetées dans l'oubli de la patrie, résonne plus haut que toute tentative d'élucidation du présent. Néanmoins, il reste que le pouvoir, par nature, s'exerce sur quelque chose qui lui résiste, quand bien même les formes de résistance restent dissimulées.